Et bonsoir, messieurs, dames. Ce live, très curieux de savoir combien de personnes il y aura ce soir, puisque ce live, c'est un live que vous étiez nombreux à me demander. Et c'était peut-être l'un des lives que j'avais le plus hâte de faire, puisqu'on va revenir sur deux acteurs que j'adore, sur deux séries en particulier. Voilà, est-il encore obligé aujourd'hui de discuter de Vikings et de Sons of Anarchy en ne mettant pas le mot masterclass derrière, sur des acteurs voilà, de cette trempe stratosphérique, parce que là on est vraiment sur du très 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 haut niveau de comédiens, et puis des acteurs, bah, vous allez le voir, sans avoir forcément la même directive de comment ils en sont arrivés là, ont un destin assez similaire sur comment ils ont commencé à se faire une petite réputation, une série en particulier qui les a propulsés sur le devant de la scène avec un plaisir incroyable pour nous, et puis surtout bah, beaucoup de chance pour eux et un talent indéniable. Et puis, encore une fois, après, y a un destin qui se veut un petit peu différent pour l'un comme pour l'autre, avec quelqu'un qui a pour moi réussi à complètement tirer son épingle du jeu et qui aujourd'hui va très probablement découvrir son prime, et puis notamment grâce à des réalisateurs de talent. Et puis, derrière, un autre acteur brillant, extraordinaire, mais plus discret, beaucoup plus discret, voilà, qui a tenté un petit peu, vous allez voir, hein, des dérives assez similaires, deux gros blockbusters qu'ils ont traversés justement et qui auraient pu les emmener au firmament pendant le prime de leurs séries respectives, et puis un qui a réussi à beaucoup plus aller vers les écrans de cinéma, alors que l'autre a été beaucoup plus discret, puis revient seulement maintenant. Non, il y a beaucoup de choses qui sont très intéressantes, puisqu'on va voir que s'ils ont un plan de carrière, et je trouve en tout cas des similitudes en tant que comédiens. Ils n'ont pas du tout le même background, ils n'ont pas eu du tout les mêmes volontés, ils n'ont pas du tout été découverts de la même manière, ils ont été peut-être mis sur le devant de la scène par contre et découverts dans des destins un peu similaires, mais ensuite il va y avoir quelque chose de radicalement différent. J'espère que vous allez bien, en tout cas ce soir, pour ce live spécial Charlie Hunnam et Travis Fimmel qui va à mon avis être hyper intéressante, et puis qui risque d'être très riche, puisqu'on a quand même beaucoup de choses à développer, notamment peut-être un peu plus du côté de Charlie Hunnam, puisque Charlie Hunnam a quand même fait beaucoup plus de choses que Travis Fimmel. Et alors voilà, la première question que j'ai envie de vous poser, des deux comédiens, je pense pas qu'il y ait forcément de choix à faire, mais des deux comédiens, lequel avez-vous découvert en premier et pour lequel êtes-vous le plus attaché ? On peut poser cette question-là, effectivement. Voilà, il y a deux attachements extraordinaires en personnages, notamment de Ragnar et Jax. Parce que Jax, pour moi, c'est l'essence d'une évolution de personnage absolument inimaginable et fantastique. Mais d'un autre côté, Ragnar Lodbrok a imposé un charisme et une manière de retravailler l'histoire et d'être absolument extraordinaire dans une série, voilà, que peu de gens imaginaient avoir une telle aura. Hein. On rappellera qu'à la base, c'était sur History, et puis c'était pas censé avoir ce momentum extraordinaire, alors que c'est vrai que Sons of Anarchy, Kurt Sutter, qui sortait déjà de The Shield, c'était quand même peut-être un peu plus voué à être une réussite intéressante. Mais voilà, comme le dit hein, mon berserker, ouais, c'est vrai que c'est deux personnages hyper charismatiques, extrêmement convaincants dans leur rôle perspectif, tout à fait crédibles, et puis voilà, qui ont laissé, je pense, un héritage et une décennie aujourd'hui de séries télévisées, puisque bah voilà, hein, c'était la décennie dernière déjà qu'on les a connus. Pour Sons of Anarchy, c'est même un petit peu plus loin, on y reviendra. Ça aura bientôt, ça c'est quand même... Enfin, je pense que pour toi, Berserker, ce sera pareil, mais pour tous ceux-là qui sont dans le chat et qui se posent la question, ça va revenir au même. Dans 5 ans, Sons of aura 20 ans. Voilà, bonsoir. Non, mais c'est parce qu'il faut aussi se le dire. C'est-à-dire que on va fêter les 10 ans de Vikings là cette année, et dans 5 ans, Sons of Anarchy aura déjà 20 ans. Ce qui est quand même énorme dans l'impact qu'aura eu la série. Alors on pourra aussi parler effectivement voilà, des dérivés qu'il y a eu avec Mayans MC, etc. Mais c'est des gens qui ont été reconnus quand même très tôt, notamment pour Charlie Hunnam, hein, lui qui est... en tout cas, pour moi, sur le devant de la scène depuis beaucoup plus longtemps, et puis qui avait été découvert avec Hooligan, Les Fils de l'Homme. Ça fait 20 ans maintenant pratiquement hein, qu'on entend parler de Charlie Hunnam, notamment par Hooligan. Et c'est vrai qu'on a énormément, je pense, tous grandi avec ces deux séries-là, grandi avec ces personnages-là, peut-être encore plus vis-à-vis de Jax, puisque Jax, il y a vraiment un côté humain
Ragnar aussi, mais on est dans un point de vue un petit peu plus historique, les circonstances n'étaient pas les mêmes, alors que pour le coup, Jax, je pense qu'il y a un vrai travail d'empathie et d'assimilation vis-à-vis de ce qu'on aurait pu imaginer être à cette place-là, vis-à-vis d'énormément de séquences qui peuvent peut-être voilà, ramener à nos propres vies, et en tout cas à nos propres choix, nos propres décisions, la différence entre le bien et le mal, l'esprit de famille, bon alors qui est très présent aussi dans Viking, mais quand même un petit peu moins. Voilà, je pense que c'est deux acteurs immenses dont on va prendre un grand plaisir à discuter. Merci beaucoup mon Elias pour le don, ça fait plaisir. Merci pour ce premier don de la soirée. Les deux se ressemblent, je pense que Charlie aurait pu faire un bon Ragnar et inversement Travis un bon Jax. Et bah c'était l'un des points justement que je voulais soulever. On peut commencer par là avant de revenir un peu sur leur carrière. Est-ce que vous autres dans le chat vous êtes d'accord avec ce que dit Elias, là où je suis d'accord aussi? Là où on a deux destins croisés, c'est que l'un des premiers trucs auxquels j'ai pensé quand j'ai fait ce live, c'est Jax Taylor aurait pu faire un bon Ragnar. Travis Fimmel aurait pu faire un très bon Jax. Quand tu regardes un peu les deux, il y a un côté vachement malicieux dans le regard, etc. de Travis que Charlie Hunnam n'a pas forcément. Mais Charlie Hunnam a une profondeur extraordinaire et je trouve, personnellement, je trouve que Travis Fimmel, quand il joue, il a sa patte. Et elle reste telle qu'elle. Je trouve que Charlie Hunnam a une plus grande capacité peut-être à se marier dans différents rôles et à faire des choses plus diverses. Pour l'instant, en tout cas, ça nous l'a montré. Hein. Il est resté Travis Fimmel très proche de son style, mais voilà, physiquement, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui peut se rapprocher. Il y en a un qui est né en 79, l'autre en 80. Donc déjà, je vous dis, les deux actuellement ont 43 ans, hein, puisqu'en juillet, Travis Fimmel en aura 44. Donc on est exactement dans la même génération. C'est aussi ça, destin croisé. C'est vrai que ces deux acteurs qui auraient pu, paradoxalement, jouer leur rôle respectif. Donc moi, je suis entièrement d'accord. Pourquoi ? Parce que Travis Fimmel aurait pu être un Jax avec la même malice, un peu différent, mais il aurait totalement pu le jouer. Puis d'un autre côté, Charlie Hunnam a montré qu'il était capable de tout jouer. Donc c'est vrai qu'il y aurait peut-être un petit peu plus de chance pour moi que Charlie Hunnam joue Ragnar que Travis Fimmel joue Jax, puisque Travis Fimmel aurait apporté sa patte à Jax, et nous, Jax, on le voit en tant que Charlie Hunnam, et c'est vrai qu'il y a une telle profondeur, c'est un peu plus différent, je pense. Mais c'est vrai que c'est une belle réflexion. C'est une belle réflexion. Vous allez me dire dans le chat, vous voulez qu'on commence par qui ? Voilà. Parce que là, forcément, avant de faire le destin croisé, on va parler de chaque acteur un petit peu en différé. Alors, vous allez voir que ça va être... on va revenir sur le début de carrière de l'un, puis de l'autre, etc. Et puis ensuite, on reviendra sur leur destin un peu similaire. Vous allez me dire, là, je regarde dans le chat, par qui voulez-vous qu'on commence ? Par Léa. Je vais vous raconter l'histoire de la plus belle et de la plus incroyable femme du monde. Elle était fan de Conor McGregor, et pourtant... assez étrangement, elle ne prenait pas de cocaïne. C'était Madame Artwork, c'était Léa qui est dans le chat, mon cœur. Évidemment, la cocaïne est une référence, non pas à Léa, hein, mais à Feu Conor, qui est devenu élégant et distingué aujourd'hui, on s'en doute bien. En tout cas, il prend beaucoup moins de snap sur son bateau. Donc on va commencer par... allez, Travis, puisque je vois beaucoup de Travis Fimmel, on va commencer par Ragnar Lodbrok, qui est un acteur que j'adore. Vous avez vrai que les différences, en tout cas, de style sont très 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 différentes. Puis ça me rapproche un petit peu, puisque Ragnar, évidemment, proche des animaux, proche de la nature, c'est... ma nature de petit loup, voilà, c'est la petite référence à madame aussi, étant donné que je sais depuis aujourd'hui que je suis un petit loup. On va commencer par Travis. Travis Fimmel, australien, ce qui est bien, c'est que ce soir, on ne parlera pas du tout des États-Unis ou presque, hein, parce que là, on en a rien à foutre. Travis Fimmel, acteur australien, qui, contrairement à Charlie Hunnam, n'était pas du tout prédestiné, au début en tout cas, à être dans l'univers du cinéma, puisqu'il voulait être footballeur. Alors lui, il voulait être footballeur australien, il était plutôt doué, il avait réussi à trouver une équipe, etc. Malheureusement, pas de bol, blessure, voilà, fin de carrière, ce qui va l'emmener dans le mannequinat. Assez rapidement dans sa vie, et a un premier rôle qui ne durera pas très longtemps, hein. Il a joué Tarzan dans une série australienne il y a longtemps de ça. Maintenant, il était très 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 jeune, et la série, je crois, a fait qu'une saison ou deux maximum, mais enfin en tout cas ça n'a pas laissé un souvenir impérissable. Par la suite, il continue un petit peu, je crois que c'était, oui, effectivement, avec Sarah Wayne Callies, qui à l'époque n'était pas non plus du tout connue, puisqu'il n'y avait pas Prison Break encore à l'époque, loin de là, ni Walking Dead. Donc il continue en même temps le mannequinat, et un petit peu dans le même esprit que Charlie Hunnam, va plus ou moins être découvert via des petits rôles dans des films ou des séries,
notamment, et à peu près dans les mêmes années en plus, hein, c'est ça qui est intéressant, même si Trevis Fimmel, ça va arriver un petit peu après. On peut compter effectivement la série Tarzan, et moi un film que j'ai adoré, c'était The Experiment, avec Adrien Brody et Forest Whitaker, où il jouait une sorte de néo-nazi gothique, enfin vraiment très... où tu retrouvais déjà dans The Experiment un petit peu le style Trevis Fimmel, t'avais ce côté, les mimiques, le regard, l'attitude, voilà, la gestuelle, le mouvement des bras, etc. Enfin, tu retrouvais déjà beaucoup Trevis Fimmel avant d'arriver en 2013, où là, pour le coup, eh ben, il va être amené à jouer Ragnar dans Viking. Et là, effectivement, bon bah voilà, c'est l'explosion. Alors c'est l'explosion étonnante, parce que comme beaucoup d'autres séries, notamment Breaking Bad par exemple, que t'es peut-être pas voué à faire des 1000 et des 100 au départ, bah on a une série qui a explosé au fil des saisons, notamment les saisons 3, 4, 5, jusqu'à arriver à la 6ème, qui pour moi n'est pas bonne, mais enfin en tout cas qui a cartonné dans le monde entier. Un peu comme Breaking Bad, qui a cartonné un petit peu sur la fin. Trevis Fimmel incarne Ragnar, et en incarnant Ragnar à travers le temps, il devient une icône de la pop culture, de la série télévisée et de l'acting en règle générale pour un jeu bluffant. Et alors, moi je le dis parce que c'est vrai qu'effectivement je trouve que c'est le mot qui va le mieux, et je reprends celui qu'avait donné Berserker, ultra charismatique. Je n'ai pas de mémoire dans les... comment dire de mémoire de séries télévisées. Alors là, bon, madame va être contente, mais je n'ai que très peu de souvenirs d'acteurs dont on peut se dire il a un charisme aussi imposant, dans le sens où il y a des acteurs comme Walter White, par exemple, qui sont charismatiques, mais qui sont beaucoup plus charismatiques aussi par l'écrit, la dramaturgie, etc. Je vous avoue que Jeffrey Dean Morgan en Negan, Cillian Murphy dans Peaky Blinders et Ragnar sont peut-être pour moi parmi les acteurs qui, même sans dialogue, même sans discours, même sans écriture, font partie des acteurs les plus charismatiques, humainement parlant, genre qui te captent une caméra de manière aussi exceptionnelle. Alors, il y a eu Adrien Brody dans Peaky, mais enfin bon, il n'était pas là très longtemps. Je pense que Cillian Murphy, il est là, il est dans une pièce, tu fais gros, je veux me mettre à boire et à fumer. Genre vraiment. Ragnar, tu te dis, putain, enfin, j'aimerais être chauve et barbu et avoir de la classe. Malheureusement, ça n'arrivera jamais, puisque personne ne peut se targuer d'être Trevis Fimmel. Et il a un charisme, un regard très perçant, très bleu. Enfin, t'as vraiment une sorte de regard parlant qui nécessite même presque pas de dialogue. Et puis quelques envolées lyriques, hein, quand même, par moment, une évolution de personnage qui est assez fantastique, qui est absolument remarquable. Donc c'est vrai que pour le coup, là on arrive sur un Trevis Fimmel qui de 2013 à 2017, je dirais, est clairement sur le toit du monde. Saison 1, 2, 3, 4, on respecte un petit peu en plus la disposition de l'histoire, notamment vis-à-vis de la mort de Ragnar et puis d'énormément de scènes cultes. C'est vrai que, voilà, à cet instant précis, Trevis Fimmel est devenu d'Australien de second rôle à acteur emblématique, capable de retravailler sa voix et d'être dans une série historique où techniquement on est avec des Nordiques, étant australien, et ça c'est très fort. Et merci beaucoup Ragnar le Terrible, justement. Ah là, le pseudo est tout à fait choisi avec précision. Merci beaucoup mon Ragnar pour le don, ça fait hyper plaisir, merci pour le soutien. Et qui devient, voilà, comme dit Tom, hein, l'un des plus grands personnages de la télévision. Parce que oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand tu es relativement objectif et que tu as envie de te dire quels sont peut-être les 5 ou 6 plus grands personnages de la télé, bah, tu vas citer, je pense, Rick Grimes quand même, tu peux citer Jax, tu peux citer Ragnar, Walter White, Thomas Shelby aussi, effectivement, Tony Soprano, enfin voilà, il y en a quelques-uns, mais indiscutablement, on peut dire qu'il en a sous le capot, Trevis Fimmel, et qu'il a offert ses lettres de noblesse. Alors après, il y en a d'autres, hein. Il y en a d'autres, effectivement, Jaime dans Game of Thrones, même Daenerys ou Tyrion, enfin voilà, Game of Thrones, c'est une panoplie, carrément. Mais c'est assez énorme. Merci encore, mon Ragnar, pour le don, ça fait plaisir, merci beaucoup. Serait-ce fou, un feat avec Shia et John alors, oui, et je suis même plus en mode Shia LaBeouf. Je pense que Shia LaBeouf avec Trevis Fimmel, les deux, dans un Guy Ritchie, par exemple, tu vois. Parce que Charlie Hunnam a l'habitude en plus de Guy Ritchie, mais j'aimerais bien voir Trevis Fimmel là-dedans. Donc c'est vrai qu'on a voilà une ascension qui est relativement longue,
Parce que Travis Fimmel, bon bah voilà, ça commence, et puis c'est un peu chaotique, c'était pas forcément ce qu'il cherchait, il va dans le mannequinat, et puis il est découvert qu'en 2013, donc il est découvert un petit peu sur le tard, hein, puisque 2013, il a déjà 34 ans. Maintenant, on va aller de l'autre côté, puisque effectivement, on reparlera de Viking et Sons of ensuite, et de la suite de leur carrière, c'est intéressant de le faire point par point, on va arriver du côté de Charlie Hunnam. Charlie Hunnam, anglais, classe british direct, repéré beaucoup plus vite. Pourquoi ? Parce que dès l'enfance, notamment quand il faisait le con, quand il faisait le gamin, etc., il est repéré pour des petits rôles. Il va tout de suite avoir des petits rôles au cinéma, à la télévision, jeune, adolescent, etc. Pour, par la suite, arriver sur, pour moi, 2 films qui vont le faire step up énormément, notamment par son rôle, dont un petit film anglais qui s'appelle Hooligan, avec Elijah Wood. C'est vrai qu'à cette époque-là, quand le film sort, on n'en a que pour Elijah Wood, parce que c'est du post-Seigneur des Anneaux. Charlie Hunnam va être extraordinaire dans ce film-là, surtout que le propos, notamment pour le peuple anglais, est très 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 costaud, hein, sur les hooligans des stades de foot, etc., et sur toute la violence qu'il va y avoir en Angleterre. Et tout de suite après, il va y avoir Les Fils de l'Homme, d'Alfonso Cuarón, où il va avoir un rôle qui est aussi intéressant. C'est à partir de ce moment-là qu'on est aux alentours de 2005-2006, et qu'en 2008... Kurt Sutter se dit, écoute, moi je me ferais bien une petite série là sur des motards, dis-moi un peu, mon Charlie là, est-ce que ça te chauffe ou comment on fait ? Et Charlie Hunnam devient Jack Steller. On est en 2008. 5 ans avant que Travis Fimmel se fasse découvrir. Donc, et pourtant, voilà, il est des années 80, hein, il est de 1980. Ils ont du même âge, ils sont à 7-8 mois d'écart, ils ont le même âge. Charlie Hunnam est découvert 5 ans avant. C'est normal, puisque lui, c'est beaucoup plus prédestiné à une carrière dans le cinéma et dans les séries télé. Il a commencé beaucoup plus tôt, il a été précurseur là-dedans, il a eu des rôles vachement plus importants et intéressants vis-à-vis d'Hooligan et Les Fils de l'Homme que Travis Fimmel, qui a pas eu de bol, puisque Tarzan a été annulé, et puis par la suite, fait The Experiment, enfin, c'est pas un film qui a cartonné. Fils de l'Homme, c'est quand même un chef-d'œuvre. Il arrive, il joue Jax, et merci beaucoup, Lassana, pour le don. Merci beaucoup, ça fait hyper plaisir. Merci à tous, hein, pour les dons, c'est hyper généreux, merci pour le soutien. On arrive donc sur Jax, qui débarque dans Sons of Anarchy, et là, c'est les larmes. T'es pas du tout dans le même style charismatique, t'es dans une évolution, en fait, de personnage qui, au travers des saisons, il y en a 7, je crois, dans Sons of, 6 ou 7, je sais plus, il me semble qu'il y en a 7, mais j'ai pas envie de dire de conneries, va évoluer de prospect à président, de jeune homme à adulte, voilà, dans un développement charismatique absolument insensé, développement christique aussi, religieux, développement de fils qui va remarcher sur les traces du père, qui va essayer de pas faire les mêmes erreurs que lui, voilà, énormément de choses qui sont hyper intéressantes, et puis une aura absolument extraordinaire, où là où Travis, moi, c'est vraiment 2 choses pour moi qui sont différentes. Je pense, il est pas prospect. Alors, il est pas prospect comme on l'imagine dans le sens rookie. Il est prospect parce que il est pas encore président et il a pas encore le trône. C'est-à-dire que il est, je crois qu'il est vice-président au moment où on le découvre. Et me semble-t-il, vice-président ou peut-être même pas encore vice-président, mais il me semble qu'il est vice-président au moment où on le découvre au début. Et puis par la suite, voilà, il va gagner échelon en échelon. Puis il va y avoir énormément de choses, notamment avec la déchéance de Ron Perlman, qui vont prendre la présidence. Quand je parle de prospect, effectivement, le mot est mal choisi, mais je parle de prospect dans le sens où il va se trouver finalement une aura, un leadership, un charisme, et puis des choses extraordinaires qu'il a déjà, mais qui vont l'emmener sur le toit du monde, justement, par la suite dans la série. Donc c'était quelque chose qui était hyper intéressant à voir. On va le voir devenir encore plus adulte qu'il ne l'est déjà. Ouais, il est vice-président, voilà, et c'est dans la saison 5, il y a je crois que c'est à la fin de la saison 4, où on voit justement un tableau qui prend forme, enfin, en termes de montage et de mise en scène, c'est super, mais où il y a sa copine qui le prend au niveau du torse, qui se met derrière elle. C'est le fils qui est assis sur les traces de son père. Elle qui va justement prendre la même pose que Gemma à l'époque où elle était avec le père de Jax. Comme quoi, voilà, la boucle est bouclée. Et puis Gemma qui va regarder Tara et Jax en voyant finalement que Jax, ça y est, s'est émancipé du statut maternel. Et puis bah, là est devenu, entre guillemets, un homme. Mais aussi Tara qui va prendre de plus en plus d'ampleur. Il y a un truc absolument phénoménal dans la manière dont c'est monté là-dedans. Et je crois que c'est la fin de la saison 4. Il me semble que c'est la fin de la saison 4. Je pourrais être modo pour pouvoir aider. Alors, avec plaisir, Ragnar, parce que des modos, j'en ai plus beaucoup sur YouTube. Dis-moi juste si tu serais là assez régulièrement
Faut juste que tu me dises si tu serais là assez régulièrement dans les lives, parce que forcément, c'est vrai que pour la modération, ce serait bien d'en avoir de manière assez régulière. Mais si tu passes de temps en temps, peut-être pas à tous, mais si tu passes de temps en temps, oui, avec plaisir, parce que malheureusement, des modos, j'en ai plus beaucoup, donc ce serait avec plaisir si ça te tente, ouais. Bah vas-y, bah ça marche, Ragnar, alors. Ça marche, comme ça au moins, j'aurai l'opportunité d'avoir plus de modérateurs pour les prochains streams. Euh... Tac, voilà. Donc oui, donc c'est vrai que c'est un personnage qui va se développer avec nous. Et la différence que je trouve entre Jax et Ragnar, vous allez me dire si vous êtes pareil pour vous dans le chat. Ragnar, pour moi, il y a de l'admiration. Genre vraiment, Ragnar, c'est un statut d'icône. C'est-à-dire que tu le regardes, en fait, moi, Ragnar, je suis comme le roi d'Angleterre à la fin. Je le regarde en mode, ce mec, je l'aurais suivi jusqu'au bout du monde. Parce que c'est un roi, c'est un king. C'est un mec, tu te dis, tu veux le suivre corps et âme parce que t'as envie de devenir comme lui, tellement tu te dis, putain, mais ce mec, c'est vraiment le symbole du leadership et de l'admiration. Jax, c'est différent. Jax, tu t'assimiles à lui. Là où je trouve que Ragnar, tu vas le suivre aveuglément parce que tu as un statut vraiment admiratif, Jax, il y a peut-être beaucoup plus d'émotions dans la dramaturgie, dans la hiérarchie, dans la manière dont il évolue, où on peut s'assimiler à lui, se prendre pour lui parfois dans dans certaines prises de position, se demander comment on aurait réagi à sa place, et embrasser ce statut de famille où, vis-à-vis de Ragnar, on est un peu un soldat, tu vois, qui suivrait aveuglément son leader, alors que je trouve que dans Sons of, on rentre dans cette famille. Et on devient cette famille. Et on souffre, et on rit, et on pleure avec eux. Et c'est la distinction que je trouve entre les deux. Et c'est ce qu'ils ont été capables de manœuvrer totalement. Parce que Charlie Hunnam, c'est pour moi l'exemple même de l'évolution. L'exemple même de tout ce qui va se passer par la suite. Où on le découvre et on va le suivre comme ça. Et ouais, je trouve que tu prends part à cette famille. Là où Ragnar, t'as quand même une certaine distance, je trouve. Et c'est une distance qui te met eux-mêmes, déjà dans le point de vue historique, et dans son charisme, et dans son côté hyper brutal, même si évidemment t'as de l'empathie et de l'affection pour lui, mais plus une affection admirative, comme voilà, bah, le roi, la légende, comme un peu Bjorn, qu'on essaie de retransmettre, où il y a moins d'identification, alors que Jax, bah, déjà par rapport à la temporalité, et par rapport à l'humanité, la fiabilité, la famille, bah, je trouve qu'on a beaucoup plus d'impact émotionnel, et qu'on peut s'identifier. Je sais pas, est-ce que pour vous, dans le chat, vous êtes d'accord avec cette idée du style admiration pour Ragnar, identification et assimilation pour Jax? Je pense que c'est vraiment deux choses radicalement différentes vis-à-vis des deux performances des comédiens, vis-à-vis de la manière dont ils ont aussi écrit évidemment les personnages, parce que les personnages sont pas écrits de la même manière, ils sont pas joués de la même manière, où je trouve que Ragnar, bon, il est fantastique, mais Ragnar, il a son style, ses mimiques, son attitude par Travis Fimmel. Charlie Hunnam passe par beaucoup plus de stades. C'est quelque part peut-être plus commun, mais en même temps, il va dans plusieurs gammes de jeux différentes, je trouve, Charlie Hunnam, par rapport à Travis. Je sais qu'il a failli jouer Christian Grey dans la saga 50 nuances, mais il a dû renoncer pour l'excellent Crimson Peak. Charlie Hunnam, oui, bah tant mieux. Ça lui a fait énormément de peine, ça a été dur pour lui. Ouais, mais Crimson Peak, c'était vachement bien, donc c'est peut-être mieux pour lui. Salut El Flaco, comment ça va? Clairement oui, franchement c'est mieux pour lui de pas avoir joué dans 50 nuances, il aurait fait la connerie de sa vie. Je pense que ça l'aurait mis dans un statut où ça aurait été bizarre. De passer de Jax à 50 nuances de Grey, ça aurait été bizarre. Puis je préfère, moi, d'un autre côté, ce qu'on va discuter par la suite de ses performances avec Guy Ritchie. Ils sont beaucoup plus proches de son style de jeu. Franchement, hop, pour les personnes qui sont sur le live, pas de spam et d'insultes, merci à vous. Et n'oubliez pas le like pour Valou. Merci, mon Ragnar, pour le message. Ce Charlie Hunnam a joué toutes les émotions, surtout dans les dernières saisons. Oui. Bah alors après, c'est là aussi, je dis, destin croisé assez similaire. Comment imaginer, en fait, à un moment donné, une meilleure performance? Parce que c'est deux styles de performance différentes. Mais t'as Charlie Hunnam qui va, par exemple, être... Allez, on prend 3 scènes chacun. 3 scènes chacun pour vous montrer à quel point, en fait, c'est compliqué. Parce que je trouve que les deux, dans le style avènement, en fait, d'un roi, ils ont été très similaires au fur et à mesure des saisons. D'un côté, t'as Jax. 3 scènes. La scène finale avec Gemma, la scène dans la prison avec Juice, et sa scène finale. T'es là, tu fais... Très peu de gens auraient pu jouer ça comme ça. L'émotion, la douleur, la tristesse,
le déchirement total, familial, enfin, qui est complètement... T'es là, j'ai des frissons rien que d'en parler, de revoir les scènes, parce que t'as l'accompagnement musical, puis t'es là, tu fais, putain, ça doit être tellement dur à jouer, cet effondrement, saison après saison, de trahison, c'est horrible. Et tu te dis, t'as la scène avec Opie aussi, ouais, effectivement, mais là j'étais plus sur les scènes de fin, mais Opie c'est plutôt dans les dernières saisons. Et d'un autre côté, t'as Ragnar, où tu te dis, Who wants to be king, qui est merveilleux. Ah, ça c'est celle-là, cette scène-là où il revient d'entre les morts, limite. Hein. King Ragnar, that's my name, King Ragnar, où là il s'impose vraiment, et où tu te dis, ça y est, c'est son premier monologue où le mec est vraiment présent. Et puis son discours final juste avant de mourir, c'est pas vraiment un spoil, je pense que vous avez vu la série, hein, mais où, de toute façon c'est historique, mais où tu te dis, waouh, tu vois, genre, putain, la vache, en fait, je pense que la personnification du spectateur, c'est le roi. Moi, j'ai vu ça comme ça, hein, j'ai vu la personnification du spectateur, à ce moment-là, c'est le roi, en fait, viking. Le roi d'Angleterre, qui regarde ce viking-là, qui dit, j'espère qu'on mangera ensemble quand je raconterai mes louanges au Valhalla avec mes fils et tout, les petits cochons qui seront fiers de voir leur père mourir comme ça. Et tu regardes, tu fais... Et en fait, t'es la personnification vivante du roi parce que tu vois les choses de la même manière. T'es là et tu te dis, c'est l'éloquence pure. Et en fait, des deux côtés, ils sont capables de manœuvrer une montée crescendo extraordinaire. Genre extraordinaire. De la saison 1 à leur dernière saison, à leur dernière scène. T'es là, tu fais putain. Et c'est là qu'en fait, ils se ressemblent. Même si ils sont complètement différents dans ce qu'ils racontent, c'est là qu'ils ont un destin croisé, c'est-à-dire le côté très époustouflant qu'ils vont avoir à être totalement exceptionnel au fur et à mesure des saisons. Et merci Mac pour le don, merci beaucoup pour le soutien, merci à tous, vous êtes hyper généreux ce soir, merci beaucoup, ça fait plaisir. Et contrairement à Jax, tu n'arrives pas à croire que Ragnar est mort, il est tellement exceptionnel que pour ma part, je me disais qu'il allait revenir. Alors, pour moi, ça se joue au côté, et c'est ça qui est bien écrit, je vais trouver le mot, parce que j'ai le côté Dieu, mais c'est pas un côté christique, comme va l'avoir Jax, par rapport à Jésus, etc., le sacrifice. Ragnar, pour moi, c'est un côté divin. Voilà, c'est ce que je voulais dire, c'est le côté divin. C'est-à-dire qu'en fait, Ragnar, quand il meurt, tu sais qu'il va devenir éternel. C'est pour moi la différence, Nadou. Je sais pas si tu l'as vu comme ça, mais quand Ragnar meurt, on se dit, en fait, mec, tu ne mourras jamais. Parce que t'es divin. T'es arrivé au Valhalla, tu as obtenu un statut de dieu. C'est-à-dire que le mec est devenu une légende, autant qu'Odin ou Thor. Voilà, ça a été le symbole direct, en fait, de tout cet état d'esprit-là. Donc t'as ce côté divin qui arrive chez Travis. Et alors, il le joue très bien, mais chez Ragnar, où tu te dis, en fait, ouais, tu mourras jamais, t'es éternel. Voilà, c'est deux versions diverses de dresser des légendes. Parce que d'un autre côté, Jax, tu acceptes sa mort parce que c'est un sacrifice, mais un sacrifice familial et christique. Le rapport à Dieu, le rapport à Jésus, le rapport avec le dernier plan, les corbeaux, le sang, le pain, le vin, enfin tout ce que tu veux, hein, mais voilà, on est sur quelque chose qui est quand même le symbole, voilà, de mourir les bras comme s'il était sur la croix. Enfin, il y a un truc qui est extraordinaire dans la manière de filmer et de le mettre en avant de Kurt Sutter, c'est deux manières de filmer les légendes. C'est ça qui les rapproche au niveau du destin croisé, c'est que c'est deux gonzes qui en fait sont devenus des légendes. Et Ivar l'a pris ça. Parce que Ivar, de la manière dont Ivar meurt, il meurt en légende aussi. Bjorn meurt en légende. C'est ça qui est intéressant d'ailleurs, parce que je trouve que Ivar et Bjorn sont les deux qui ressemblent le plus à Jax, à Ragnar. Chacun, j'en avais fait une vidéo, chacun à ce côté-là. Hein. T'as le côté un peu avec les drogues, désabusé de... C'est Fitzerg, je crois. T'as le côté conquérant et aventurier de Bjorn. T'as le côté aventurier là aussi, mais très proche de la terre, de la culture, de ce que voulait quelque part Ragnar de Ubbe. Et t'as le côté un peu fou, mastermind, chef de guerre de Ivar. Mais Ivar, je trouve que Ivar est dans l'état d'esprit, hein, je parle Tom pour le coup, dans l'état d'esprit, je trouve que Ivar et Bjorn, c'est la personnification du bon et du mauvais côté de Ragnar. Mais faut pas oublier Ubbe aussi, qui est très proche de lui. Fitzerg l'est peut-être un peu moins. Fitzerg, c'est dans la drogue et le côté un peu décadence. Mais c'est vrai que lui, il l'est moins. Par contre, l'acteur qui joue Ubbe, là où il est énorme, c'est que lui reprend les mimiques de Ragnar.
Quand tu le vois, les petites mimiques, le jeu de regard, l'attitude, le comportement, les mouvements, Ube, il est Ragnar physiquement. Ça, c'est indéniable. Tu le regardes, tu fais ah ouais, mec, en fait, t'es trop chaud. D'ailleurs, si vous aimez l'acteur, c'est Jordan. Non, je sais plus comment il s'appelle. Il me semble qu'il y a Jordan et il y a Smith dedans, mais je me souviens plus dans quel ordre c'est. Mais Patrick Jordan Smith, quelque chose comme ça, je me souviens plus. Ça me sort comme une fulgurance, mais je suis pas sûr qu'il s'appelle comme ça. Mais il était dans ah bah si, c'est ça, Jordan Patrick Smith. Il était dans une série qui était très bien et malheureusement qui a été annulée. Je crois que c'est Lovecraft Country. Et oui, il me semble qu'il jouait dans Lovecraft Country. Il était fabuleux là-dedans, Jordan Patrick Smith. Et bah c'est vrai que voilà, enfin t'as une personnification qui est énorme. Merci beaucoup, Ilyes, pour le don, ça fait plaisir. Après, c'est le fait que Ragnar est mort avant la fin de la série. Si Ragnar meurt à la fin, on se dit, bah, il est mort et fin. Il y a ça aussi, oui, le fait que la série ait continué après Ragnar, alors déjà, a fait mal à la série. Je suis un peu plus indulgent parce que je trouve que, à partir du moment où on a les fils, on voit Ragnar en chacun d'eux, et je trouve que la saison 5 était quand même très bonne, hein, globalement. Jusqu'à la mort de Jonathan Rhys-Meyers. Jusqu'au combat où Jonathan Rhys-Meyers va mourir pour Lagertha, ce qui ne fait aucun sens, parce que Lagertha pleure pour lui, alors qu'en fait, elle va être 5 jours plus tard pour Ragnar. Enfin, c'est hyper mal écrit. Je trouve qu'il aurait dû être beaucoup plus présent dans la série. Jonathan Rhys-Meyers, j'adorais ce personnage-là, là, de religieux, moine, complètement fêlé, adepte de la tuerie, des levrettes à gogo. Enfin, je veux dire, c'était typiquement un prêtre très, très, très particulier, mais je trouvais qu'il avait Aemund avait une classe extraordinaire. Et c'est à partir de cet épisode-là où je trouve que Viking est devenu mauvais. C'est-à-dire à partir de la fin de la saison 5, épisode 15, jusqu'à la saison 6, où j'ai vraiment pas été... j'ai pas trouvé ça bon du tout, excepté peut-être le départ de Bjorn et le départ de Ivar, mais sinon j'ai vraiment trouvé ça pas bon. Par contre, effectivement, Ragnar Prime, c'était grandiose. Et tu retrouves un petit peu même après sa mort, même si ça a été dur de le voir mourir, sa légende, comme tu dis, Elias, sa légende continue. Donc forcément, on l'a toujours en tête, etc. Et c'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant. Et tu retrouves en fait ces deux acteurs-là. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un point dans lequel ils vont être en destin croisé, c'est que à cette époque, quand ils sont sur Sons of et sur Viking, ils vont quasiment rien faire d'autre. Quand vous regardez la filmo de Charlie Hunnam, il n'y a qu'un seul film que vous allez retenir. Dans l'époque Sons of, avant la suite. Et Travis Fimmel, il n'y a qu'un seul film que vous allez retenir, et après vous allez voir que c'est très léger. 2 blockbusters, 2 têtes d'affiche, 2 rôles où tu te dis, ça y est, Hollywood leur fait les yeux doux. On veut garder leur prime, on veut garder leur physique, on sait que ça peut marcher. Charlie Hunnam va se retrouver dans Pacific Rim, Travis Fimmel va se retrouver dans Warcraft. Et là, c'est un destin qui est croisé. Pourquoi ? Parce que prime pour les 2 acteurs, envie d'ailleurs, continuité parce qu'ils sont toujours dans leurs séries respectives à ce moment-là, mais envie d'Hollywood, Hollywood leur fait des yeux doux, et ils arrivent sur 2 bons films, voire un très bon film. Je fais partie de ceux qui pensent que Warcraft n'a pas trop marché, mais que pour une adaptation de jeu vidéo, il est dans le haut du panier. Travis Fimmel était très bon. Il faisait du Ragnar un petit peu plus dandy romantique, un peu plus drôle, hein, mais enfin, je veux dire, on retrouvait son comportement, etc. Moi, d'ailleurs, j'avais vu Warcraft avant de voir Viking, je l'avais trouvé bon. Et puis, bon, bah, Pacific Rim, où pour le coup, Charlie Hunnam, tu le remarques un peu moins que le film en lui-même, mais le film est très bon en soi. Idris Elba, Ron Perlman, Guillermo del Toro, ça fait partie dans le mythe du kaiju, peut-être des meilleurs films qu'on puisse trouver actuellement, hein, parce que c'est un très 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 bon film, Pacific Rim, qui, nous le redirons jamais assez, a eu une suite bien pourrie, hein, Pacific Rim Uprising, avec le fils Eastwood, qui mérite tellement mieux, et John Boyega, qui... honnêtement, ne doit même pas savoir ce qu'il fout là. Mais voilà, ça a été une catastrophe totale, hein, Pacific Rim Uprising. Donc c'est vrai qu'à ce moment-là, prime pour les 2 comédiens, et 2 rôles majeurs au cinéma, dans lesquels ils sont bons, dans lesquels ils vont s'exécuter vraiment de belle manière, où on voit qu'Hollywood retient leur nom, retient leur statut. Et c'est là que par la suite, ça va complètement aller dans des choses radicalement différentes.
comme le dit Madame, qui en a effectivement sous le capot, hein, la phrase n'est pas de moi. Lost City of Z pour Charlie Hunnam. Guy Ritchie, qui va le récupérer pour jouer le roi Arthur. Alors, le roi Arthur, il y a ceux qui détestent et ceux qui aiment, mais tout le monde est d'accord pour dire que Charlie Hunnam est bon. Et c'est là que ça va être différent. Lost City of Z, c'est un excellent film, et Charlie Hunnam est très bon dedans. Et là, Charlie Hunnam, on va voir qu'il va sélectionner les films dans lesquels il est, et qu'il va se faire de plus en plus présent au cinéma. Lost City of Z, King Arthur, Papillon, remake du film avec, je crois, Dustin Hoffman avec Rami Malek, donc quelque part, on lui fait confiance, parce qu'un remake là-dedans, c'était quand même pas évident. The Gentleman, avec Guy Ritchie encore, et là, tu te dis, ok, on te voit de plus en plus. Il a eu son film aussi où il faisait de la boxe, où je me demande si d'ailleurs dans ce film-là, il n'y a pas de Jonathan Majors aussi, mais c'est Jungle Land, qui est très bon, avec Charlie Hunnam aussi. Ou alors là, que ce soit dans l'indé ou que ce soit avec ses réals de prédilection, et c'est ça aussi qui est important, c'est qu'il va avoir un réal de prédilection en la présence de Guy Ritchie. Triple Frontière, il faut le dire, parce que c'est vachement important. C'est l'un des premiers films Netflix à gros budget important, parce qu'à l'époque, c'était à l'époque où Netflix avait pas encore son statut qu'il a maintenant. Enfin, Netflix, aujourd'hui, c'est 80% de trucs tout pourris, mais qui rapportent beaucoup. Et dont les 80% d'ailleurs, bah, c'est 60% de séries complètement éclatées, mais où on fait 1 milliard de saisons, parce que visiblement, ça a l'air de plaire aux ados, et 20% de produits relativement sympathiques. À l'époque de Triple Frontière, Netflix, c'est 75% de produits sympathiques. C'était le prime Netflix. Hein. T'avais Stranger Things, t'avais Orange is the New Black, Daredevil, Luke Cage, Le Punisher, prime Netflix. Triple Frontière, c'est très bien. Production Netflix avec Charlie Hunnam. Là, tu te dis, Charlie Hunnam, il sélectionne ses rôles, il est bon, prime, ok, le mec embrasse sa carrière. Et ça commence à devenir un acteur qu'on voit un peu partout, qui est capable non seulement de porter un film, mais d'être aussi un très bon second rôle, parce qu'il n'est pas que dans les rôles principaux. Et t'as Travis Fimmel. Et alors, grande question quand même, et grand paradoxe pour Travis Fimmel, c'est là que les destins se décroisent complètement. Raised by Wolf, une autre série, je crois, dans laquelle il a joué, 1 ou 2 films, mais pas grand-chose. Vraiment, après Viking, pas grand-chose. A-t-il eu le besoin de voir ailleurs? N'était-il plus intéressé par le cinéma ou la télévision? Était-il beaucoup plus axé sur sa vie, tout simplement? Parce que je crois que c'est quelqu'un de très simple, qui a pas beaucoup les réseaux sociaux, il s'en bat les couilles, un peu comme Jeffrey Dean Morgan, comme Charlie Hunnam, d'ailleurs, qui disait hein, Social Media for Losers, enfin, ils en ont rien à foutre. For Suckers, d'ailleurs, c'était dans une interview où il disait ça avec Rami Malek. Il disait I don't have Instagram, social medias for suckers. Enfin, t'es là, t'as Rami Malek qui est là en mode. C'est que c'est fun, hein, en tout cas les interviews avec lui, ça fait plaisir, mais il est très nature, Charlie Hunnam et Travis Fimmel aussi. Voilà, je pense que eux, en fait, enfin, surtout Travis Fimmel, voilà, pas de carrière particulière après. Pour ceux, moi j'ai pas vu Raised by Wolf, mais pour ceux qui ont vu Raised by Wolf, peut-être que dans le chat vous allez pouvoir me le dire, mais très honnêtement, bon, c'est pas le rôle principal. Donc là tu te dis, tiens c'est marrant parce que projet Ridley Scott, enfin apparemment la série est très bonne, hein, quand même. Et c'est pourtant pas l'un des rôles principaux. Son grand retour, un peu dans le style Ragnar en plus, eh ben, il le fait dans un rôle qui est secondaire. Et là je crois qu'il sera à l'affiche d'un film qui risque d'être vachement intéressant. Je vais regarder parce que pareil, là pour le coup, ils vont avoir un point qui peut être similaire. Charlie Hunnam, ce sera très intéressant de le retrouver dans un de ses prochains films parce que ce sera juste Rebel Moon de Zack Snyder. Donc là aussi, voilà, il y a un point commun entre Travis Fimmel et Charlie Hunnam. Charlie Hunnam sera dans un Zack Snyder. Et l'un des prochains rôles de Travis Fimmel, qui sera lui aussi secondaire, ce sera avec Rick Roman Vogue, que moi j'aime beaucoup, qui sera Kandar, avec Gerald Butler. Rick Roman Vogue, c'est celui qui avait fait Infiltré avec Dwayne Johnson et John Bernthal, qui a donné peut-être le seul bon rôle de Dwayne Johnson, où il fait autre chose que du Dwayne Johnson. C'est celui aussi qui a fait le très bon Greenland, Rick Roman Vogue, qui était le pouvoir de l'intime, voilà, comme le disait John Bernthal, hein, c'est un soldat de l'authenticité, donc il fait tout de manière très réaliste, et le parfait shot caller. Voilà, si vous voulez un petit peu, pour ceux qui l'ont vu, un shot caller de Rick Roman Vogue, eh ben c'est de lui, avec Nikolai Coster-Waldau et encore une fois John Bernthal. Rick Roman Vogue reviendra avec Travis Fimmel dans Kandar. Ça, je suis très curieux de voir ce que ça va donner. Et d'un autre côté, on a Rebel Moon avec Zack Snyder, où il y aura Charlie Hunnam dans un des premiers rôles, pour le coup. Donc,
intéressant aussi de voir un petit peu ce que ça va donner. Mais voilà, on va peut-être retrouver un destin un peu similaire où, bah voilà, en 2023, on aura deux projets qui vont être, à mon avis, très intéressants avec deux comédiens dont l'un est très discret et l'autre a réussi à se faire une bonne carrière. Parce que je peux vous reciter un petit peu ce qu'a fait Charlie Hunnam par la suite. Il y a effectivement, alors voilà, on a vraiment pas grand-chose, hein, à part Finding Steve McQueen et Dreamland, on a très peu de choses. On a le prochain John McTiernan, mais je sais même pas s'il est sorti avec Travis Fimmel. Sinon, on a Raised by Wolf, mais si pas grand-chose depuis 2017. Et puis, bah par contre, là, de l'autre côté, on a Crimson Peak. On a Lost City of Z, on a le Roi Arthur, on a Papillon, Million Dollar Pieces, on a Triple Frontière, on a le Gang Kelly, on a la Loi de la Jungle, The Gentleman, Waldo, détective privé, et puis Rebel Moon. Donc là, on a beaucoup de choses pour Charlie Hunnam à la télévision, et je crois qu'il reviendra dans Mayans, s'il me semble, dans la prochaine saison. Et merci Ragnar et Matt pour les 2 dons. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Entre chaque saison de Viking, je regarde tes vidéos, ça me fait hyper plaisir. Pour être tout à fait honnête avec vous, c'est parmi les vidéos dont je suis le plus fier. C'est con, mais je trouve que la saga Ragnar que j'ai fait, parce que c'est beaucoup plus organisé autour de Ragnar, parce que même après c'est les fils Ragnar et Lagertha et Ivar, je trouve que les vidéos que j'ai fait sur Vikings sont parmi les meilleures que j'ai fait en termes de séries. Peut-être les plus intéressantes, les plus atypiques et les plus intéressantes. Donc ça me fait hyper plaisir, parce que j'ai pris beaucoup de plaisir. Elles sont d'ores et déjà cultes. À la limite, je vous dis, c'est d'ores et déjà légendaire. Non, je préfère te le dire. Le type a été bon. Il a été extraordinaire, il a été bon et il a fourni des papiers intéressants. C'est vrai que ça aurait mérité mieux. Non, c'est vrai que en plus ces vidéos-là ont beaucoup marché, donc je pourrais même pas dire ça. C'est vrai que ces vidéos-là ont été pas mal. Pareil, les vidéos sur Sons of, moi j'ai adoré les faire. Enfin, honnêtement, c'est un plaisir de faire ce live aujourd'hui, puis je pense que ça se ressent parce que c'est 2 acteurs que j'adore et c'est parmi les vidéos que j'ai préféré faire en fait, Sons of et Vikings, et puis revenir sur Mayans MC en fin d'année, ce sera un pur régal, je préfère vous le dire. Ce sera vachement intéressant. Enfin, des séries à ma hauteur, j'ai envie de vous dire que c'est légendaire, un peu comme moi. Et il est reparti, ça y est, il va pas s'arrêter. J'ai hâte d'être ce soir sur le match des Denver Nuggets. Je vais le commenter que en queumard. Oh, t'imagines l'enfer. T'imagines l'enfer. Ce soir, à 2h du matin, je serai en live pour le match des Denver Nuggets, hein, pour le commenter en direct. Et c'est parti pour l'entre-deux. La balle est pour Nikola Jokic. Vous ai-je déjà dit qu'il était serbe? Je pense que oui. Voilà la balle pour le très beau Jamal. Il shoot à 3 points. Moi aussi, j'arrive à shooter. Mais je les mets tous dehors. Je suis vachement moins charismatique que le beau Jamal. Je préfère vous le dire. Et merci Flo pour le don. Sam Crawford Live, Tig le sang de la veine, Chips la base. Ouais, enfin franchement oui, Sam Crow c'est quand même très très fort. Sam Crow c'est costaud. La famille des Lodbrok, la dynastie des Lodbrok aussi c'est quelque chose, mais je le porte, hein, voilà, Redwood, Sam Crow, j'étais obligé de le mettre pour l'occasion. Mais il y a un esprit tellement familial, tellement puissant, où le spectateur est embarqué là-dedans, en fait, dans cette aventure, et où il devient un membre à part entière de cette famille, que je pense qu'effectivement, entre Sons of et Vikings, si vous me demandez mon avis, moi je garde Sons of parce que j'ai été pris dans cet esprit de famille et en fait c'est impossible ensuite de lui dire au revoir, c'est très dur. Émotionnellement c'est très dur, voilà, t'as envie d'embrasser ce club, t'as envie de les aider, t'es en souffrance avec eux, il y a quelque chose de très costaud là-dedans. Viking, c'est pas pareil, t'es beaucoup plus pris, encore une fois, dans de l'admiration. Mais j'adore Viking, j'adore Vikings, enfin voilà, Ragnar, la dynastie de Ragnar, c'est légendaire. Pour moi, il n'y a pas de personnage qui est un au-dessus de l'autre. Juste Sons of, effectivement, c'est vrai que c'est une série qui m'a peut-être plus tenu au cœur. Non, pitié, faut que je dorme. Mais ça veut dire que ça va te donner le sourire et que tu vas te marrer tout le temps devant, et rien que pour ça, au moins le premier carton, je le ferai au queumard. Après, je vais respecter ma femme. C'est vrai qu'elle a besoin de repos. Moi, ça fait longtemps que je ne dors plus. Depuis les matchs des Nuggets, je n'ai que 3 heures de sommeil par jour. C'est pour vous dire. Limite un spin-off de quand ils étaient ados. Les Suns, ça me ferait plaisir, malgré qu'on connaît la fin. Bah, c'était prévu. À la base, pour Sons of, il devait, normalement, Kurt Sutter, faire une série sur les fils de Jax, et puis une série sur les fondateurs du clan, où t'aurais pu voir peut-être par la suite, bah, les membres du clan de Sam Crow venir les uns après les autres, et t'aurais pu les voir jeunes ou quoi. Est-ce que ça va se faire maintenant que Sutter a plus ou moins laissé tomber le projet de Mayans? Je suis pas sûr. Jamais vraiment tout compris à ça d'ailleurs, pourquoi il a été viré à la saison 2 ou 3, ou est-ce que c'est lui qui s'est barré, mais j'ai trouvé ça très dommage. Mais ouais, c'est vrai que bon, au moins Mayans apparemment est devenu très bon. Je sais pas si tu l'as continué, Berserker, moi j'ai vu que la saison 1, j'avais
moyennement apprécié. J'avais trouvé les 2-3 derniers épisodes intéressants, mais globalement pas ouf sur l'ensemble. Apparemment, on me dit que plus ça passe, plus c'est mieux. Puis en plus, il y a CM Punk, donc forcément, je suis pas objectif. Putain, c'est vrai qu'il y a CM Punk dans Mayans MC, enfin rien que ça me rend ouf. Mayans MC, j'ai la saison 1, mais je sais pas où choper les autres saisons. Alors normalement, tu devrais pouvoir les voir sur Tirexo Flow, je pense. Après, je sais pas où ça passe en France, par contre. Ça, je sais pas où ça passe. Et merci encore, Elias, pour le don. J'aimerais un spin-off sur les îles de Ragnar. Alors, est-ce que vous pensez que c'est possible que Travis Fimmel revienne dans Vikings? Est-ce que ça vous imaginerait possible? Qu'ils reprennent Ragnar et que c'est vrai que pendant le temps d'absence, là où ses enfants grandissent, on ait une série spin-off sur la dynastie de Ragnar? Ou est-ce qu'il vaut mieux le laisser de côté pour éviter de refaire quelque chose qui serait moins bien et se dire ça a terminé de la meilleure manière possible, laissons à la légende ce qui appartient à la légende? CM Punk, tu sais, le lutteur MMA stratosphérique qui a des super notes sur UFC 3 et 4. Heureusement qu'on était à la plage ce jour-là. C'était moins dur. Mais CM Punk est une légende de la WWE. Ce mec est un héros. Il sera à nouveau champion à la EW. Et après, il insultera encore des tas de mères et il se battra dans les vestiaires. Il sera suspendu pour 2 ans. Il sera suspendu pour 2 ans. Ce type est terrible. Je le connais par cœur. Non, je l'adore, CM Punk. C'est mon préféré. T'as boudé pendant 3 heures, mais bon. Ouais, bah forcément. Bah, en même temps, j'ai découvert avec toi les notes de CM Punk. Tu m'as vu, j'étais comme un petit chérubin, j'étais comme un enfant à Noël. Je me dis, oh ouais, trop bien, il est dans FC 3. Je vais voir, je vais peut-être acheter le jeu, comme ça je pourrais voir ses notes. 80. Sachant que le deuxième moins bon du jeu est à 88. Hein. T'es là, tu fais, ah oui, putain la vache. Putain, c'est dur, c'est dur. Et puis depuis, j'ai vu des vidéos de YouTube qui disent que, bah, globalement, pour tout le monde, CM Punk est le pire combattant du MMA de l'histoire. Bon, je sais pas, je pense que Mike Jackson est pire. Je pense qu'il est peut-être sur le podium, mais je pense que Mike Jackson, pour moi, est pire. Celui, il est con comme une chèvre. Moi, CM Punk, il a tout donné. Il me manque un truc pour moi dans l'écriture de la série, peut-être trop attaché à Jax, le fait que je puisse m'y retrouver. Et là, Mayans, j'ai rien pu pour m'accrocher. Je trouve les Mayans mal castés et n'arrive pas à être intéressé sur leur lien avec le cartel. Alors moi, là, je vais te dire, Mayans, la saison 1, quand je l'ai regardé, j'étais pas fanat du casting, à part Alvarez, qu'ils ont mis sur un piédestal extraordinaire. Et en fait, je me suis rendu compte du problème Mayans quand j'ai vu qu'il y avait des caméos et des personnages de Sons qui revenaient et où je me suis dit, en fait, tout tient grâce à eux. Parce que sinon, tu t'emmerderais à mourir. Notamment aussi sur les effets spéciaux où je me suis dit, hey Kurt, t'es sympa, mais à un moment donné, un raton laveur qui meurt sur la route en image de synthèse dégueulasse. Je suis pas sûr que le but ce soit de mettre des animaux qui meurent tous les épisodes au début de l'épisode si c'est pour que ce soit en effet visuel dégueu, quoi. Ça t'aurait pu t'abstenir. C'est vrai que j'étais pas fou là-dessus. Mais ouais, non, Mayans, j'ai eu plus de difficultés à m'accrocher. J'ai eu plus de difficultés à m'accrocher. Maintenant, apparemment, les saisons suivantes sont très 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 bonnes, donc on verra un petit peu comment ça se passe. Mais j'ai eu un peu plus de mal. Alors que, ouais, en considération, Viking, le spin-off, je l'ai même pas regardé. Je sais pas si si tu l'as regardé, Berserker, on en avait fait un live ensemble. Je crois que c'était sur la chaîne de Grimes à l'époque, c'est pour te dire, ça date. Mais on en avait parlé, moi j'ai jamais regardé. J'ai jamais eu l'occasion de regarder, j'ai jamais regardé parce que ça m'a pas intéressé, ça m'a pas intrigué du tout, les retours que j'avais en étaient pas bons, et il y avait peut-être potentiellement, posons-nous la question dans le chat, est-ce que pour vous Vikings était une série où il y a eu une Ragnar dépendance? Sachant qu'il y a eu beaucoup de soucis aussi dans le sens où ils ont perdu son frère très rapidement aussi dans la série, hein. C'est vrai que lui on l'a plus jamais revu, peut-être 1 ou 2 épisodes de la saison 5, mais Rollo était un personnage ô combien charismatique qui a eu une Ragnar dépendance, parce que bah, derrière un peu moins d'intérêt au niveau d'autres protagonistes, en particulier dans la saison 6, où là, dans la saison 5, t'avais encore Emund et ça donnait un petit côté intéressant. Dans la saison 6, tu perds Bjorn, ça tient plus que pour Ivar. Alors la Ivar dépendance était constante hein, dans la saison 6. Le problème, c'est qu'aussi, elle était mal organisée et mal orchestrée, dans le sens où Ube, ce qu'il a fait, c'est cool, mais quand tu vois que toute la saison 6, la moitié du temps, il est sur un bateau et qu'il regarde des gens mourir, c'est pas très intéressant, ça a été mal monté, mal mis en scène, peut-être trop long, le passage à 20 épisodes a fait du mal aussi, parce que je pense que c'était pas du tout utile, donc voilà, il n'y a pas de Ragnar dépendance, car Viking c'était l'histoire de Ragnar. Ouais, donc toi t'imaginais peut-être que ça aurait même pas dû continuer plus loin. Floki en saison 5 et 6 encore pire. Ouais, voilà, oui, mais il y a eu un manque d'écriture chez Viking qui était stratosphérique, parce qu'on peut parler de Floki.
Floki qui était laissé pour mort, faut quand même... Enfin, c'est lunaire, hein, mais ils ont quand même écrit ça du style Floki qui était laissé pour le mort dans un éboulement. D'un coup, en fait, il a réussi à sortir de la caverne, puis il a réussi à trouver un radeau, puis il était tout seul sur son bateau, et il a réussi à aller jusqu'aux États-Unis, hein, quand même, depuis le Groenland, hein, ou le... Je sais pas où est-ce qu'ils sont à ce moment-là, mais je crois que c'est le Groenland. Tout seul. Alors que tu regardes que le bateau de Houbeux, techniquement, les mecs, ils sont tous morts. Hein. Ils arrivent, ils sont peut-être 6 ou 7, alors que dans le bateau, il y a les 3 quarts qui crèvent en cours de route. Floki, mortellement blessé, il arrive aux États-Unis tout seul. Hein. C'est fabuleux. Alors que le mec est touché par la grâce. Hein. C'est peut-être le côté fantastique, parce qu'il a un rapport avec les dieux. Alors on va me dire que c'est peut-être parce qu'il a un peu... et puis que c'est le côté mystique. Ah, vas-y, à un moment donné, arrête de te foutre de ma gueule. Il n'y a pas eu de trou d'air comme ça... comment dire, il n'y a pas eu de trou d'air dans Sons of comme ça. J'ai trouvé qu'il y avait 1 ou 2 saisons peut-être un peu en dessous des autres, les 5 et 6 par exemple, ou qui sont peut-être un petit peu moins bonnes, mais globalement je trouve qu'il n'y a pas, voilà, c'est une écriture qui est constante. Et pour reparler effectivement des comédiens, c'est une performance qui est extraordinaire des deux côtés, dans 2 configurations différentes. La question que j'ai envie de vous poser, France, c'est de votre point de vue, entre Charlie Hunnam et Travis Fimmel, qui a la carrière la plus florissante dans les 10 prochaines années selon vous? Dans les 10-15 prochaines années, lequel voyez-vous exploser encore plus qu'il a explosé, si tant est qu'ils peuvent exploser plus qu'ils ne l'étaient dans les séries télé? Et merci encore Ragnar pour le don, ça fait hyper plaisir. Merci beaucoup. Vous êtes chaud ce soir. Charlie Hunnam sûr et certain, objectivement. Hunnam, Charlie. Faut dire qu'en même temps, l'histoire vous a donné raison jusque maintenant. Peut-être que Charlie Hunnam... Alors, je vous pose la question autrement. Est-ce que pour vous, dans les destins croisés qui finissent par se décroiser à un moment donné, telle une sortie d'autoroute où il n'y a plus de flambe brioché chez Paul, est-ce que... Ça, la rêve de l'enfer, encore, c'est sûr que c'est pas encore... voilà. Hein. Est-ce que pour vous... Comment dire, Charlie Hunnam est peut-être plus à même de jouer plus de rôles que Travis Fimmel. Est-ce que vous trouvez Charlie Hunnam plus complet que Travis Fimmel et donc peut-être plus à même d'aller étoffer sa filmographie, là où Travis Fimmel sera peut-être encore un petit peu, comment dire, dans la demi-teinte, parce qu'on lui donne pas la carte de faire autre chose. Travis Fimmel, je pense que c'est quelqu'un qui est capable de s'adapter à d'autres cinémas. Je pense que les Travis Fimmel, par exemple, dans un Tarantino, serait bon. Je pense que Charlie Hunnam, dans un Tarantino, serait encore meilleur. D'un autre côté, Guy Ritchie est le Tarantino anglais. Donc, enfin, je veux dire, à un moment donné, c'est total legit. Travis Fimmel pourrait jouer beaucoup de choses. On lui donne pas encore. Die Berserker a raison, ça dépend aussi des choix de vie. Ça dépend des choix de vie parce qu'à un moment donné, je pense que Charlie Hunnam a peut-être tout simplement plus envie à l'heure actuelle d'une carrière que Travis Fimmel, qui est peut-être bien dans ce qu'il fait. Peut-être plus bien centré sur ses appuis, qui est peut-être... j'ai fait carrément c'est une distinction de footballeur, hein, c'est-à-dire que le mec, là, je l'ai mis milieu central. Mais voilà, il est peut-être un peu plus dans la vie simple, dans la vie pure. Il a 44 ans, il a peut-être envie de se poser, famille, etc. Peut-être plus attaché à ses terres australiennes aussi, à faire des produits australiens, un peu comme Julian McMahon l'a fait pendant un temps. Ça, c'est intéressant aussi. Julian McMahon, il a eu un prime stratosphérique. Après, on l'a plus beaucoup revu. Mais là où les gens pensaient qu'on le revoyait plus, c'était parce qu'il faisait pas mal de productions en Australie. Notamment le film Bait 3D, qui était un film de requin plutôt sympathique. 2-3 effets un peu crades, mais sinon assez sympathique dans l'ensemble, qui fait pour moi partie des plutôt bons films dans le genre, où Julian McMahon avait un rôle secondaire, mais c'était dans l'époque où il voulait profiter de sa fille, etc. Ça peut arriver. Il y en a, voilà, qui mettent des pauses à leur carrière parce que ils ont pas plus envie que ça d'aller chercher des projets, et parce qu'ils ont pas beaucoup de projets qui les tentent aussi dans l'instant T. Quand il en a trouvé un comme FBI Most Wanted, il y est revenu pour 3 saisons. Fimmel, normalement, est casté dans le spin-off série sur Dune. Je vais vérifier où il jouerait un mec à double jeu, guerrier et espion pour la sororité. Ça, ce serait bien. Travis Fimmel dans Dune, ce serait extraordinaire. Mais on était beaucoup... Oui, c'est vrai que ça circulait beaucoup déjà, cette rumeur-là. Donc là, à ce niveau-là, ça pourrait être hyper intéressant aussi de la part de Travis Fimmel de s'exporter un peu là-dessus. Charlie Hunnam nous a donné comment dire,
des performances qui nous permettent d'être beaucoup plus sereins vis-à-vis de la suite de sa carrière. Je parle pas de performance, genre Travis Fimmel a pas été bon. Je parle de nombre de films qu'il a fait et de capacité à aller chercher différents rôles. Où effectivement, je trouve qu'il a été vachement plus sur le devant de la scène que l'autre. Euh, mais ça pourrait le faire. Je vais vous poser une question d'ailleurs sur Charlie Hunnam, puisque bon, lui avait plus de films, donc la question peut un peu plus se dire. C'est vrai que pour Travis Fimmel, vous avez le choix entre 4, alors c'est pas énorme. Quel est le rôle dans lequel vous l'avez préféré hors Sons of, Charlie Hunnam? Entre Hooligan, Les Fils de l'Homme, Pacific Rim, King Arthur, donc voilà, dans tous ces, dans toutes ces performances-là, Papillon, dans quel film l'avez-vous préféré? Je filme mater un Truffaut tout à l'heure, mon cœur bisou. Ça marche mon cœur, bon courage pour Truffaut et j'espère que t'enchaîneras parce que le prochain live n'est qu'à 2 h du matin. J'espère que tu profiteras d'un petit Godard. Voilà, un petit Godard des familles. Le meilleur prime hein, de Godard, évidemment, le post-année 2000 où il est absolument flamboyant. Je pense que c'est une soirée rêvée. Vraiment. Donc ouais, je te conseille vraiment d'enchaîner sur un film comme ça qui, à mon avis, te fera te pourlécher les babines de talent. The Gentleman, pour moi, The Gentleman, il est très fort. The Gentleman, il est très 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 fort. Un dimanche soir typique. Et c'est ça qu'on aime. Du double cinéma, du vrai bon cinéma. C'est comme ça qu'on aime ça. Non, en vrai, Godard, je vais dire que moi, à bout de souffle, j'aime bien, mais c'est pour Belmondo, donc... Dans Shantaram, une série Apple TV, oui, qui était sortie il y a pas longtemps, où Charlie Hunnam avait la tête d'affiche, qui a eu des très bons retours, apparemment. Le Roi Arthur, de Lost City of Z, dans Papillon, il était incroyable. Dans Papillon, il était très 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 bon. Rami Malek était bon aussi. Mais Charlie Hunnam tirait beaucoup plus son épingle du jeu. Dans Paint et Buzz 3, ça c'est merveilleux. Alors, Paint et Buzz, c'est... Ouais, mais enfin après, Paint et Buzz, c'est pas donné à tout le monde. Non, je te le dis. Non, 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 mais je te le dis. C'est pas... Voilà, on est là, on est sur quelque chose de qualitatif. Bien le bonsoir à l'hôte de ce live et à vous le chat évidemment. Salut Zigno, comment ça va? C'est bien le Roi Arthur? Alors, pour être tout à fait honnête avec toi, le Roi Arthur, je l'ai regardé en 2 fois parce que je l'ai trouvé vraiment pas bon. J'ai maté le film en deux et je l'ai arrêté à un moment donné parce que j'avais envie de faire autre chose. J'aimais bien Charlie Hunnam dedans, je trouvais le film complètement nul. Vraiment complètement nul. Par contre, le Roi Arthur, il y a des gens qui adorent. C'est très particulier comme manière de faire. C'est du Guy Ritchie pur jus, mais dans un style qui est pas forcément le sien d'habitude et dans un style filmique qui lui appartient pas forcément en temps normal. Moi, je t'avoue que non, j'ai pas du tout accroché. Par contre, derrière, quand il fait The Gentleman ou le dernier avec Jason Statham, là, ça c'est grandiose. Ça, c'est du grand Guy Ritchie. Guy Ritchie, c'est un très bon auteur et un très bon réalisateur. Moi, Charlie Hunnam, pour moi, c'est The Gentleman. Une classe naturelle, vraiment. J'ai vu aucun de ses films, ni Sons of Anarchy. Va falloir que je m'y mette sérieusement, non, je te le dis. Non, Sons of, c'est superbe. Pour tous les gens qui sont là dans le chat, hein, Sons of Anarchy, c'est à regarder. Alors, comme Viking, évidemment, parce que c'est 2 séries cultes, mais je pense que plus de gens ont regardé Viking que Sons of. Bizarrement, je pense qu'il y a plus de gens qui ont regardé Viking, et je pense que Viking a plus de notoriété que Sons of Anarchy. Par contre, non, ouais, il faut aller le regarder. Hein. Ah, j'ai détesté les derniers avec Statham. Par contre, foncez sur The Covenant avec Jake Gyllenhaal et Dar Salim. The Covenant, c'est pas avec Anthony Starr aussi? Il est déjà sorti sur Prime? Tu peux remonter un peu plus haut. Le regard STP sur Google. Travis Fimmel a joué dans un film en 2020 ou 2022 où il joue le rôle d'un tueur à gages. Le nom, je m'en souviens plus si tu as 2 minutes. Alors, ça s'appelle... Travis Fimmel. Alors, ça peut être Die in a Gunfight, Zone 414, Delia's Gone. C'est les seuls qu'il a fait. Sinon, il y avait Dreamland. Et puis, il y a le dernier John McTiernan, mais je suis pas sûr qu'il soit déjà sorti. Hein. Il avait un rôle dans le dernier McTiernan, mais je sais même pas si ce film-là est sorti au final. Il le date de 2020, mais est-ce que quelqu'un en a entendu parler ou l'a vu? Ou est-ce que le projet n'est même pas encore sorti, malgré qu'il soit terminé? Sons of Anarchy est une série un peu plus niche, vu le sujet. Alors, c'est une série plus niche. Maintenant, c'est quand même une série qui a eu un prime assez conséquent.
Die in a Gunfight, je le conseille à tout le monde, je l'ai vu. D'accord, pour le gunfight, c'est pas fou avec Female, mais intéressant de l'y voir jouer un mec malsain. Bah, pour sa performance d'acteur, ça peut être sympa, ouais. Comme The Experiment, hein, il est très malsain dans The Experiment. Et puis au final, il y a un mec encore plus bradzingue que lui parmi les matons. Et puis, enfin, l'expérience sociale est super, ce film est super. The Experiment, faudrait que je me le prenne en Blu-ray, un de ces quatre. Bah, je l'ai, en The Experiment en Blu-ray. Je dis des conneries. Je l'ai pas en Blu-ray, The Experiment. Il me semblait l'avoir. Ah non, dis donc. Putain, j'étais convaincu de l'avoir, The Experiment en Blu-ray. Mais, mais oui, non, c'est un truc absolument à tester, de voir Travis Fimmel dans des rôles un petit peu différents. Les Experiment étaient très bons là-dedans, mais on avait un autre comédien qui était violeur, beaucoup plus agressif, etc. Et c'est vrai qu'il prend toute la caméra, parce que c'est vraiment l'antagoniste principal du film, avec un Forest Whitaker qui est absolument remarquable. Mais Travis Fimmel, il a ce côté un peu mystique. Disons que je trouve que le côté familial, émotionnel et dandy charismatique, Jax là, Charlie Hunnam. Par contre, Travis Fimmel, il a ce côté mystique, divin, dans le regard, l'attitude, etc. Et c'en est deux, s'ils pouvaient faire un film ensemble, quoi. Ça t'imagines. On l'a eu, Shia LaBeouf et John Bernthal, on l'a eu même 2 fois. Remettez-les-moi ensemble, quoi. Genre vraiment, t'imagines. Imaginez un film, genre un Guy Ritchie ou même un Tarantino ou un truc comme ça où le mec nous dit Charlie Hunnam et Travis Fimmel au casting. Waouh, ouais, putain. Avec Shia LaBeouf et John Bernthal, un Tarantino. T'es là, moi je pète un plan. Ça n'arrivera jamais, mais je pète un plan. Sons of Anarchy n'a pas été respecté avec des diffusions sur M6 à pas d'heure, avec plusieurs épisodes d'affilée. Alors c'était tard le soir, il me semble que c'était en deuxième partie de soirée, ouais, Sons of. Après au moins ça a pris le risque d'être diffusé. Je crois que c'était en première et en deuxième partie de soirée, Sons of Anarchy. Mais c'était au moins disponible à une heure de relativement grande écoute dans une des chaînes gratuites de France. Donc je trouve que dans le prime, ça allait encore à peu près. Viking, c'est pas Arte qui le diffusait? Viking, c'était plus dur à regarder, hein. Et puis alors t'as des séries qui sont jamais passées en France. Alors ça c'est extraordinaire aussi, mais Walking Dead est arrivé en France sur NT1 peut-être 4 ou 5 ans après le début de la série, quoi. Donc là tu te dis, putain, c'est pas du tout respecté, quoi. Après ça dépend des droits ou des choses comme ça. Mais il me semble que Viking c'était sur Arte. Redites-moi, mais il me semble que Viking a été diffusé sur Arte. Comment ça va mon yaya? Travis Fimmel en Aquaman et Charlie Hunnam en Green Arrow dans le DCU. Alors Charlie Hunnam en Green Arrow, oui. Travis Fimmel en Aquaman, je suis moins fan. C'est pas forcément celui que je verrai en premier. Oui, ça passait sur M6. Viking, c'est History. Viking, c'est History, mais est-ce que Arte en France l'a récupéré? Parce que Breaking Bad, c'est IMC, mais par exemple, Arte l'a récupéré quand même. C'est Arte hein, qui a diffusé Breaking Bad pour la première fois. Au début, Val... Ouais, c'est possible. Bah attendez, je vais regarder ça. Je vais regarder les diffusions qu'il y a eu de Sons of et Viking. Alors, ils sont où les enfants de l'anarchie? Là. Sons of Anarchy. Diffusion. Distribution, non. Accueil. Accueil de la série en France. En France, la série a fait un très bon début avec la meilleure part d'audience pour une série de seconde partie de soirée, puis a été partiellement déprogrammée pour la saison 2 et 3, puis durant la diffusion de la saison 4 et 5, l'audience est en hausse, ce qui donne à M6 la première place de la seconde partie de soirée. Bon, ça n'a aucun sens. Mais ça a été diffusé sur M6, Sons of, donc oui. Par contre, putain, pour Viking, est-ce que Viking a été diffusé sur Arte? Viking... diffusion. En France, la série est diffusée depuis le 10 juin 2013 sur Canal+. Puis, dès le 23 novembre 2014, sur W9. D'accord. C'est Canal+, qui a eu les droits directement. Donc ça n'a pas été diffusé sur Arte du tout. C'est Canal+, qui a eu... Bah, et oui, parce que Canal+, a récupéré ensuite... Enfin, pas le spin-off, mais ils ont les dernières saisons, c'était effectivement sur Canal. Donc c'est Canal qui a eu ça, et W9. Ils l'ont filé à W9 pendant un temps. Alors que Sons of, ça a été exclu M6. Et merci encore, mon Ragnar, pour le don. C'est la régalade, merci beaucoup, ça fait plaisir. Je le verrais bien jouer des Jay Garrick, Ted Grant, etc. Le Travis Fimmel ou Charlie Hunnam?
Bonsoir à tous, deux excellents acteurs et qui ont une ressemblance physique assez importante, je trouve. Il me fait un peu penser à Matthew McConaughey et Woody Harrelson. Ah, c'est pas les mêmes styles de rôle. C'est pas les mêmes styles de rôle, ils font des choses assez différentes, je trouve. Mais par contre, les deux, oui, ont une carrière qui a des différences quand ils arrivent, mais une manière d'aborder, en tout cas, le prime de leur carrière assez similaire. Quelques petits rôles, et puis d'un coup d'un seul, deux ou trois rôles qui font la différence secondaires ou principaux, qui les font remarquer, et puis par la suite, ils arrivent dans une série qui les met là, et puis derrière, c'est là qu'il y a des différences qui se créent, même si les deux voulaient pas arriver dans le cinéma à la base. Charlie Hunnam voulait faire comédien, Travis Fimmel, lui, il a d'abord commencé à vouloir faire du foot, et puis ensuite mannequin. Donc il y a eu des choses... il y a eu des destins croisés, en même temps des croisés, et puis on en est arrivé là où aujourd'hui, oui, t'as Charlie Hunnam qui est plutôt pas mal sur le toit du monde, et puis d'un autre côté, Travis Fimmel qui peut-être pas doit encore faire ses preuves, mais est beaucoup plus dans la limite, beaucoup plus discret. C'est pas du tout une mauvaise chose de dire que Travis Fimmel effectivement est plus discret. C'est juste un constat, puisque quand il est quelque part, il le fait bien. Maintenant, ces deux acteurs qui, voilà, dans leur aura, dans leur charisme, dans ce côté divin et mystique de Travis Fimmel, avec le regard, les mimiques, l'attitude, l'accent, et puis Charlie Hunnam dans son côté familial, émouvant, leader, charismatique, dans lequel tu peux t'assimiler, dandy romantique aussi parfois hein, dans certaines de ses performances, sont des acteurs immenses. Sont des acteurs immenses. Je pense que c'est parmi les meilleurs acteurs qu'on aura eu à l'heure actuelle à la télévision, avec potentiellement un Cillian Murphy dans Peaky ou qui à l'heure actuelle pour vous, dans les dernières années là, qui peut s'asseoir à la table de ces deux mecs là en disant j'ai été d'une performance égale à la tienne avec Walter White. Tu mets Walter White dans les 10 dernières années. On prend les 10 dernières années. Qui peut se dire je suis à la table de Jax, Walter et Ragnar? Parce que même Negan n'y est pas dans la suite de son écriture, il l'est pas. Et il n'est pas là depuis suffisamment longtemps. Saul Goodman peut s'asseoir. Et encore, je pense que non. Je pense que Saul Goodman peut pas se dire je suis au même niveau. C'est la série Better Call Saul qui peut se dire je suis au même niveau que Breaking Bad. Et c'est encore plus dur. Mais tu regarderas par exemple, je pense que Rhea Seehorn, quand elle joue la nana de Saul, elle est du même niveau, voire au-dessus. Donc j'irai pas jusqu'à dire Saul Goodman. Je pense que Cillian Murphy peut le dire. Je pense que Rami Malek dans Mr. Robot peut le dire. Rami Malek peut le dire. Cillian Murphy peut le dire. John Berntal... Non. J'adore John Berntal, mais pour moi, c'est vrai que le We Own This City, c'est qu'une seule saison. Il est excellent, mais dans plusieurs rôles. Et le Punisher, il l'a pas fait assez longtemps. Alors, Cillian Murphy et Rami Malek, pour l'instant, oui. Anthony Starr en Homelander, allez, dans Banshee, c'est encore un tout petit cran en dessous. C'est très très bon, j'adore. Hein, moi, je suis un grand fan hein, de Lucas Hood. C'est encore un petit bras en dessous quand tu parles de Ragnar et de Walter White quand même. Jamie Lannister, oui, je pense que Tyrion peut être dedans aussi. Tyrion peut s'asseoir à cette table-là. Je pense que Cersei peut s'asseoir à cette table-là. Il y a vraiment là, pour le coup, oui, des comédiens hyper talentueux, mais c'est pas évident à trouver. Tu as des mecs qui ont atteint cette aura-là où tu te dis, dans l'histoire de la télévision de la dernière décennie, voire même des années 2000, il y en a pas tant que ça. Il y en a pas tant que ça, parce que même si tu retournes avant, hein, même si tu retournes sur Tony Soprano, sur The Wire ou des trucs comme ça, t'as peut-être Sawyer dans Lost, John Locke, mais on voit la fin de John Locke, c'est pas terrible. Sawyer, est-ce que tu peux mettre un acteur de Lost et le dire, tiens, je suis au même niveau? Je suis même pas sûr. Pourtant, j'adore Lost, hein, mais je suis pas sûr qu'on puisse dire que Sawyer ou Jack sont à ce niveau-là dans la hiérarchie, tu vois. Rami Malek, oui, Rami Malek dans Mr. Robot est fabuleux. Oui, Rami Malek mérite d'y être. Puis, de toute façon, Mr. Robot, c'est pour moi au niveau de Breaking Bad, si ce n'est au-dessus. Mr. Robot, c'est un travail artistique absolument phénoménal. Et puis Lost, oui, comme dit Berserker, c'est un peu à part parce qu'ils ont leur truc à eux. Il y a des épisodes, on les voit pas du tout. Puis ils ont leur flashback. Enfin, il y a une vraie construction à part. Andrew Lincoln.
Andrew Lincoln, oui, alors oui, Andrew Lincoln, oui, je pense. Andrew Lincoln, oui. Parce que qu'on aime ou pas ce qu'a fait Walking Dead après, lui, il est parti au moment où le navire, fallait se barrer. Et Rick Grimes, quand tu vois son évolution, même si les saisons 8-9 sont pas extraordinaires, tout ce qu'il a été capable de faire avant, on peut pas râler aujourd'hui en disant Andrew Lincoln méritait un Emmy ou un Golden Globe pour les saisons 5, 6, 7 de Walking Dead, et puis ensuite se raviser en mode, oh oui, non, mais il s'assoit pas à la table de Walter White. Si, il mérite ça, si. Zendaya dans Euphoria bientôt. Il faudrait plus de saisons, mais oui. Mais Cal. Alors, non, bah non, oui, forcément, je peux pas, mais Cal et Nick Jacobs dans Euphoria, ils sont extraordinaires, mais enfin là, on est dans un cap en dessous quand même. Travis Fimmel n'a jamais été nominé. Mais après, voilà, c'est des mecs, ils ont pas eu beaucoup de récompenses. Ça aussi, dans leur destin croisé, hein, mais je suis pas sûr que Sons of Anarchy et Viking aient eu beaucoup de récompenses hein, dans l'histoire. Vraiment, hein. Je suis pas convaincu qu'ils aient eu été énormément. Alors les récompenses ne font pas tout. Seulement quand tu vois l'aura qu'a eu Ragnar, est-ce qu'il a eu au moins eu une nomination au Golden Globe ou au Emmy Award? Pareil pour Charlie Hunnam en Jax. Est-ce qu'il a au moins été nommé ou est-ce qu'il a été récompensé? Dans les grandes récompenses mondiales, hein, pas voilà, les Saturn Awards ou les Critic Choice Awards ou des trucs comme ça. Mais voilà, le Grammy Award pour Sons of avec Gemma, ouais, comme dit Mathias, ça, il me semble que je l'avais entendu. Par contre, pour les autres, tu te dis, c'est dur, hein. C'est dur. Et j'insiste Omar Chadwick dans la saga Power, ce bon vieux de Saint Patrick Coast, qu'il faut que je rattrape d'ailleurs. J'ai vu que la saison 1, mais j'avais beaucoup aimé. Roland dans Plus belle la vie. Ah, j'aime bien, moi j'aime bien le petit vieux dans Scène de ménage. Je t'avoue que pareil, pas le voir au Golden Globe, ça m'a troublé. On vous parle de Travis Fimmel et vous sortez Zendaya. En vrai, Zendaya, l'actrice est extraordinaire dans Euphoria. Donc oui, si, c'est mérité aussi. Hein. Vraiment, hein, parce que Zendaya, faut voir hein, sur encore plus de saisons. Mais dans ce qu'elle fait, elle, c'est absolument énorme. Pareil, Travis Fimmel, c'est vrai qu'on l'a souvent vu dans un style, même dans ce qu'il faisait à côté. Moi, j'attends de le voir dans des choses différentes. Charlie Hunnam a montré qu'il était capable. Zendaya a montré qu'elle était capable. Même si elle est souvent quand même dans le côté un peu triste, hautain, punchline, voilà, j'en ai rien à foutre de la vie. Bon, c'est vrai que quand tu regardes Malcolm and Mary, tu pourrais voir limite l'après Euphoria. Quand tu regardes même Spider-Man, elle a un peu côté nonchalant. C'est vrai que Zendaya joue souvent de la même manière quand même. Faut le dire. Je l'adore, mais faut le dire. Ivar à la table de Ragnar, en vrai de vrai. Dans les marches de Ragnar. Pas à la même table que lui, mais sur ses traces, oui, sans conteste. Je kiffe SOA, mais ce qui manque, c'est des antagonistes marquants. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Ron Perlman est l'un des meilleurs antagonistes de l'histoire des séries. Parce qu'un antagoniste, c'est pas manichéen. Pour moi, un bon antagoniste, c'est pas un mec où à l'épisode 1, on va te dire coucou, je suis le méchant. Et Ron Perlman, c'est exactement ça. Ron Perlman, c'est un antagoniste. C'est le méchant de l'histoire de Sons of. Pour au moins 6 saisons. Mais y en a plein, des antagonistes de qualité. Mais lui, il est quand même très costaud. Puis il y en a eu quelques-uns, hein, je crois, entre les Irlandais, les trucs et tout, qui sont plutôt forts. Clay a fait ce qu'il a fait par amour, incroyable. Oh, enfin, voilà, Ron Perlman est absolument monstrueux. Quand tu vois un peu toute la dynastie qu'a ce personnage-là, la descente aux enfers et tout, c'est quand même assez fort. Hein. Gemma aussi, c'est un bon antagoniste. Parce que Gemma, tu peux te dire qu'à un moment donné, oui, elle peut être considérée comme méchante. Même si pour moi, c'est plus complexe que ça, mais c'est justement ce qui en fait un personnage ultra quali. Vraiment, hein. Mais ces deux acteurs qui voilà, ont un destin assez similaire sur certains points, c'est ces deux acteurs qui ont eu une évolution différente entre l'un qui a été totalement capable derrière d'embrasser la carrière et d'avoir des rôles emblématiques, hein, parce qu'il n'y a pas que deux séries à discuter, il y a aussi tous ses rôles à lui, où voilà, il s'est retrouvé dans Guy Ritchie, il a eu beaucoup de prestations, où Ligan il était déjà très bon, c'était bien avant Sons of, et puis derrière, Travis Fimmel, voilà, ça va être à voir. Ça va être à voir par la suite où est-ce que Travis va aller.
Est-ce qu'il a envie d'aller encore plus loin? Est-ce qu'il a envie de tenter autre chose au-delà de ce charisme et de ce côté divin hors norme? On va à 22h21, on va faire 5-6 minutes de questions-réponses. Si vous êtes chaud, puis après je clôturerai pour prendre un peu de force pour le live de ce soir, parce que je suis encore en live ce soir à 2h du matin. Le mec ne s'arrête jamais. Merci beaucoup Elias pour le don. Pour moi, Ivar, c'est l'un des persos les mieux écrits, toutes séries confondues, et un des meilleurs persos secondaires, toutes séries confondues. Alors, il devient même carrément personnage principal. Pour moi, Ivar, c'est un perso principal, puisque quand il arrive, de toute façon, il devient un des personnages principaux avec ses frères. Comme Ragnar n'est quasiment plus là. Donc pour moi, ouais, c'est même un perso principal. Par contre, oui, je trouve qu'en termes d'écriture, Ivar est fascinant. Dans les bons côtés, comme dans les mauvais côtés. Dans le côté, justement, où Ivar, au début, tu le considères comme un antagoniste et tu finis par avoir de l'empathie et de l'amour pour lui, au fur et à mesure où lui le retrouve aussi, malgré ce côté sanguinaire, malgré ses démons, etc. Moi, l'écriture d'Ivar est folle. Alors, contrairement à l'écriture de Fitzerg, ça c'est sûr que c'est le jour et la nuit. Alors pareil pour... Pareil pour Ube, dont l'écriture est pratiquement absente dans la saison 6. Et puis Bjorn, bon, qui a une belle fin, mais bon, Bjorn est quand même laissé un petit peu de côté, je trouve, sur sa fin. Il a une fin grandiose, mais par rapport aux promesses qu'il avait quand il est devenu roi et qu'il prend la place de Ragnar, justement, je trouve que l'après a été moins fascinant que ce qu'on aurait pu attendre. Et merci encore Ragnar pour le don, merci beaucoup, ça fait plaisir. Ah bah la fin de Bjorn est hyper triste, hein. Et elle est super grandiose. Maintenant, je sais pas, j'aurais attendu autre chose, moi, de son rôle. J'aurais attendu autre chose. Et alors, je vais pas me faire de potes, mais je trouve malheureusement que Viking est tombé dans le féminisme sur notamment la saison 6, par le biais de l'actrice qui jouait Lagartha, qui a mis beaucoup la main sur la série, dans un point de vue de mode. J'ai rien... Je trouve qu'en fait, ils se sont perdus. J'ai rien contre le féminisme et j'ai rien contre les personnages forts féminins. Je trouve juste ça dommage qu'une série comme Viking, qui dès le premier épisode a montré que les femmes étaient fortes naturellement, ait été obligée dans les dernières saisons d'en faire des caisses et des caisses et des caisses pour rien. Ça a été vraiment dommage. Parce que dans l'idée, Viking, dès le premier épisode, la femme est montrée comme forte, guerrière, etc. Et je trouve que dans la saison 6... et même dans certaines parties de fin de saison 5, on appuie dessus encore et encore et encore, parfois avec des incohérences ou des longueurs ou des choses pas très intéressantes, alors qu'il n'y avait pas. Il n'y avait pas parce que Lagartha, par exemple, devient un peu la caricature d'elle-même, alors que c'était un personnage qui était fabuleux et fantastique dans les premières saisons. Donc j'ai rien du tout, moi, contre les personnages féminins, encore moins les personnages féminins forts. Moi, j'adore ça. C'est juste que là, ouais, le féminisme était devenu un effet de mode, là où, pour le coup, c'était pourtant une série qui, dans son socle pur, avait montré comment faire un personnage féminin pertinent et fort. Mais bon, ça, c'est un autre débat. God, du début à la fin, pas du tout de féminisme con. Bah, pas de mode. Et puis, alors, pourtant, il n'y a rien de plus impressionnant et rien de plus dangereux et fantastique que l'écriture d'un personnage féminin dans Goth. Parce que tu as Daenerys, son évolution et son émancipation est grandiose. Cersei, son mind game et puis son côté avide de pouvoir est grandiose. Et puis, derrière, tu as Marjorie, Sansa qui va finir par se trouver, l'émancipation d'Arya. Ouais, c'est énorme. C'est énorme. Sons of Anarchy, pas de féminisme non plus, et pas de sexisme. Dans une série où ça aurait été facile d'en mettre, par exemple. Mais Sons of, ça aurait pu être très beauf et très sexiste. Il y a beaucoup de gens qui disent que Sons of c'est beauf. Bon, ils n'ont pas regardé un seul épisode pour dire ça. Mais derrière, quand tu regardes Gemma, Tara, ou même d'autres comme celle qui va donner des gosses, la première mère du fils de Jax, qui repart avec celui qui jouait dans Star Wars d'ailleurs, qui est une actrice que j'ai bien aimée, qui jouait dans Desperate Housewives. Pareil, personnage féminin fort. Beaucoup de personnages féminins très forts dans Wendy, voilà, c'est ça, dans Sons of. Et pas du tout de féminisme. Vraiment, genre des personnages féminins forts, importants, costauds, qui aident l'homme d'ailleurs, beaucoup plus que l'inverse. Très bon exemple de Banshee aussi. Quand tu regardes Siobhan, t'es là, tu fais bon bah écoute, super. Et pourtant, il y a du cul et des trucs et des machins, et tu vois, ça y va. Et c'est vrai que Lucas Hood, il y va pas de main morte. Enfin, trouve un personnage qui s'est tapé tout le casting, Lucas Hood. Genre, Lucas Hood s'est fait littéralement
pratiquement tous les personnages féminins de la série. Et c'est pas pour autant que c'est sexiste ou anti-féministe ou quoi, et c'est pas pour autant que les personnages sont féministes. C'est juste des personnages forts où à un moment donné, il y a de l'alchimie, il y a des choses qui se passent, il y a une bonne écriture. L'écriture avec Siobhan est super, l'écriture avec son ex-femme est sympa, même si j'ai largement préféré l'amour qu'il avait pour Siobhan. Et j'ai trouvé ça un peu con derrière qu'il revienne vers son ex-femme, vu tout ce qu'on s'était fait chier, notamment dans la saison 3, à écrire autour de Siobhan. Mais il y avait pas il y avait pas cette notion-là de féminisme. C'était, on n'en était pas arrivé là. On n'en était pas arrivé là. Pas comme des séries ou des films aujourd'hui où tu sens en fait qu'il y a un cahier des charges où tu dois mettre que ça. Voilà, t'es obligé d'aller envoyer ça et puis d'en mettre à outrance, à gogo, à gogo, à gogo pour pas un rond quoi. En règle générale, toutes les séries de Taylor Sheridan sont déjà ancrées à être des séries dantesques. Yellowstone, Tulsa King. Tulsa King, c'est Taylor Sheridan. Ce mec est trop fort. Hein. Même dans l'écriture et dans la réalisation, hein, Wind River, etc. Ce mec est incroyable. Hein. Prey a fait cette erreur. Prey est pas du tout féministe. Prey a juste un personnage féminin, en fait, fort, qui essaie de faire ses preuves dans un monde d'hommes, qui est accepté sur la fin dans un monde d'hommes, et qui paradoxalement va être réduit un peu à son statut de femme tout le long. Donc on n'en fait pas trop en fait. C'est juste qu'à l'époque c'était un constat simple, et puis qui va être mis à rude épreuve par une créature extraterrestre. J'ai pas trouvé que c'était féministe, moi je trouvais que c'était plutôt intelligent là-dedans. Hein. Alors que voilà, je vois Brie Larson et Captain Marvel, j'ai rien contre Brie Larson, mais Captain Marvel c'est très mauvais. La séquence d'Avengers Endgame. Où t'as 1 minute, mais enfin 1 minute où tous les personnages féminins d'un coup se disent t'inquiète pas, t'es pas toute seule, on sera jamais toute seule. Et puis ça repart dépouillé de l'antagoniste à gogo, là, avec tout le cast féminin qui se réduit. Bon, c'est vrai que tu te dis, bon, allez, pour 1 minute, c'est pas grave, mais quel intérêt, tu vois, genre, bon. À part bien appuyer la femme est forte, hein, oubliez pas, hein. Ça, je veux dire, putain, depuis Terminator et Alien et tous les autres films, etc., ou tous ces trucs-là, c'est bon, on le sait, hein, y a pas besoin de faire un truc comme ça. Quasi des gros plans sur elle. Non, c'est pas forcé. Ah ouais, non, mais vraiment, hein. Bah, c'est pas que des gros plans, c'est en plus, tu vois, le plan, il s'éloigne, et puis tu les vois toutes arriver les unes après les autres, ce qui est même pas cohérent vis-à-vis de, genre, de l'action, qui se déroule sur une plaine de je sais pas combien d'hectares, et comme par hasard, d'un coup, toutes les femmes sont au même endroit, tu sais, c'est genre, putain, bah, ça, la vie est bien faite. Bah, je sais pas, Just Mike, moi je trouvais pas que la scène était très pertinente. Pas dérangeante, c'est qu'1 minute, c'est pas dérangeant. Moi ça m'a fait sourire, mais ça en dit long sur l'industrie d'aujourd'hui. Mais ça m'a fait sourire, c'est pas dérangeant. C'est, voilà, tant mieux. Mais enfin, je veux dire, pareil, la plupart des personnages féminins forts dans les Avengers et dans les Marvel n'ont pas attendu cette scène-là pour devenir forts. Bon, je vais y aller, moi, du coup, 22h30. J'espère que ce live vous a plu. C'était très cool à faire, parce que bon, bah, c'est des personnages que j'adore et c'est des acteurs que j'adore. La semaine prochaine, j'ai 2 mots à vous dire. La semaine prochaine, ici, là, en direct. Ça commence par Leonardo, ça finit par DiCaprio. On se posera une question simple. Est-ce qu'il y avait de la place sur son radeau? La semaine prochaine, live YouTube, on retrace toute la carrière de Léo DiCaprio. On parlera de la plage, parce que c'est trop bien. On parlera de Scorsese, parce que ça lui a tout appris. On parlera de Tarantino. On parlera de Titanic, on parlera de tout ce qui est possible et imaginable, même dans ses choix de carrière jeune, parce qu'il y avait un avant, évidemment, Titanic. On parlera aussi de l'après. On parlera même, attention, de l'homme au masque de fer. DiCaprio par DiCaprio. On parlera du Pussy Posses, son groupe de potes avec Tobey Maguire, Basketball Diaries. Non, ça va être sympa. Donc la semaine prochaine, rendez-vous spécial Leonardo DiCaprio. La semaine prochaine, il y aura normalement peut-être live tous les jours. Donc faudra être aux abonnés présents pour pas mal d'entre eux. Je vais essayer de voir par rapport aux prochaines vidéos à faire aussi, parce que je sais que j'ai beaucoup de vidéos prévues dans les prochains jours. Donc j'essaierai de gérer mon temps de fort belle manière. Mais, étant donné que la saison de basket est finie, ça me laisse un petit peu plus de temps pour travailler. Donc c'est pas plus mal. Je vous fais des bisous. Merci à tous d'avoir été là pour ce live. Donc on va s'arrêter là pour ce soir. La semaine prochaine, ce sera pas mal sur Twitch, un retour de FIFA, GTA 5, le live Léo DiCaprio. Et puis n'oubliez pas que, à l'heure qu'il est, là, dans 20 jours,
Voilà, dans 20 jours top chrono, dans 3 semaines, hein, on sera en grand direct live des 30 heures. Ça va être cool, ça va être lourd, ça va être bon, ça va être déjanté. Il y aura du beau monde. Je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Et merci mon Ragnar pour le dernier don de la soirée. Merci beaucoup. Je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Des bisous!